Bonjour, je suis Thibaut Delavigne et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de L'Horizon et au-delà, le podcast mensuel du magazine Géo qui s'intéresse à l'impact de la transition écologique sur nos paysages. Pour cette série, Antoine Jonin m'accompagne. Et ensemble, nous traversons la France à la découverte d'un pays en pleine transformation. Dans l'épisode précédent, nous étions au chevet des forêts d'épicéas du nord-est de la France. Les arbres y meurent par milliers, attaqués par un insecte, le scolyte, qui pullule à cause du dérèglement climatique. L'épisode est toujours disponible sur geo.fr et vos plateformes de streaming habituelles. Ce mois-ci, nous prenons de la hauteur, direction Lagrave, en Isère. À l'ombre des 3900 mètres du sommet de la Meije et des glaciers qui l'enserrent, cette petite station de ski est le théâtre d'un affrontement très politique. C'est un projet d'extension du téléphérique actuellement installé à Lagrave et qui dessert le glacier de la Girose qui est en cause. Certains veulent le prolonger pour emmener plus de touristes, plus loin, plus haut et développer l'activité économique du village, quand d'autres s'y opposent, jugeant l'investissement risqué et l'impact écologique trop important. Nécessité vitale pour certains, symbole du tourisme de la dernière chance pour d'autres, ce projet cristallise les tensions et les paradoxes qui entourent l'avenir des montagnes et de ceux qui y vivent. En 30 ans, une profonde mutation de nos territoires s'est engagée. Il faut repenser la ville de demain. Il faut aussi se rendre compte de l'ampleur des transformations européennes et comment est-ce qu'on peut transformer en profondeur notre société. Je veux qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Il n'y aura pas de véritable transformation de la société si on ne la fait pas de manière juste. L'horizon et au-delà. Dans la haute vallée de la Romanche, à la lisière nord du célèbre massif des Écrins, se dresse le village de Lagrave. Au contraire des usines à touristes que sont les stations voisines de l'Alpe d'Huez et des Deux-Alpes, Lagrave se targue d'attirer une clientèle de connaisseurs qui apprécient la glisse hors piste, l'alpinisme ou la randonnée sur les pentes des glaciers. Depuis Lagrave, les usagers rejoignent les pistes ou les sentiers de randonnée en embarquant dans une cabine, un téléphérique, qui les dépose à 3200 mètres d'altitude au pied du glacier de la Girose. Les plus motivés des visiteurs peuvent ensuite prendre un téléski, c'est-à-dire une barque locale entre ses jambes qui tire le skieur et qui permet de grimper tout en haut du glacier à 3600 mètres. Ce qui fait débat aujourd'hui, c'est que les autorités locales et l'exploitant souhaitent remplacer le vieux téléski par un nouveau tronçon de téléphérique. L'investissement, conséquent, est défendu bec et ongle par les élus et certains commerçants qui y voient là une manière d'assurer la pérennité du village en attirant de nouveaux touristes. Mais à l'heure du réchauffement climatique, les opposants au projet se demandent s'il est raisonnable de vouloir dépenser toujours plus dans ce type d'infrastructure alors que la neige se fait rare et que les sports alpins sont menacés de disparition. Pour aborder cette épineuse question, nous avons rendez-vous avec Xavier Baudin, un scientifique et amoureux du coin qui a l'habitude d'arpenter les superbes paysages qui nous entourent. Xavier Baudin, je suis chercheur au CNRS et géographe de formation et je fais de la géomorphologie dans les milieux alpins. Alors là, on est sur un promontoire et on fait face au grand versant nord, à Lubac, des sommets mythiques de la Meije, le Râteau. Et également de divers glaciers et du téléphérique de Lagrave. En face de nous, effectivement, on a un beau versant taillé dans les roches cristallines, assez compact, d'où aussi la raideur des pentes. Et dans ces roches cristallines, on voit des processus d'érosion liés aux torrents, liés aux glaciers, liés aux avalanches, pour les parties hautes des versants. Et puis la partie basse des versants, elle est plutôt effectivement colonisée par une végétation forestière avec notamment pas mal de mélèzes qui prennent cette belle couleur à l'automne. Au milieu de cette nature, il faut le dire époustouflante, juste en face de nous, des petits œufs multicolores se découpent sur les pentes sombres de la montagne. Ce sont les cabines du fameux téléphérique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le téléphérique, il démarre à Lagrave, à environ 1450 mètres d'altitude. Et puis le premier tronçon monte jusqu'à 2450 mètres. Donc là, on peut sortir du téléphérique et puis déjà accéder à des milieux de montagne. On est en dehors de la forêt.
On est déjà assez haut en altitude et il y a un deuxième tronçon qui se poursuit et qui va jusqu'à un éperon rocheux qui a 3200 mètres d'altitude et qui domine le glacier de la Girose. C'est un glacier qui est quelque part accessible, fréquentable aussi à ski ou pour un public élargi. Ce n'est pas réservé aux alpinistes, bien que la majorité du glacier soit assez crevassé quand même. On peut donc actuellement accéder au pied du glacier de la Girose à l'aide d'un téléphérique. Le sommet, quant à lui, est accessible via un téléski vétuste fonctionnant au fioul et voué à disparaître, comme en témoigne ce reportage de BFM, daté de 2022. Un troisième tronçon pour atteindre presque le sommet de la Meije à 3600 mètres d'altitude. Pour Nicolas, qui dirige les remontées mécaniques, il y a urgence. Le téléski vieux de 33 ans, qui permet encore de franchir les derniers 400 mètres de dénivelé, doit être remplacé. On a de plus en plus de mal à l'exploiter parce qu'avec le réchauffement climatique, la fonte du glacier, la perte d'épaisseur de glace, on a de plus en plus de travail pour le mettre en route, le faire tourner cet appareil. Pour la mairie de la Grave, il s'agit d'en finir avec le téléski et l'entretien de la piste de montée qui coûte 800 000 € de carburant chaque année. Prolonger le téléphérique est donc devenu une nécessité économique. Notre projet a été adopté et encouragé par la population, les hébergeurs, les hôtels, tout ça. C'est une économie qu'on ne peut pas passer à travers, quoi. Voilà. Est-il si important de construire ce troisième tronçon de téléphérique pour permettre l'accès au sommet du glacier ? Certains habitants se posent la question, comme Nils Martin, membre du collectif La Grave Autrement. Farouchement opposé au projet, il va nous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants du problème, en nous rappelant ce qui fait la spécificité du village. J'habite à La Grave depuis un peu plus de 20 ans, 2001. J'ai fait diverses choses, notamment travaillé longtemps pour l'Office du tourisme. Et j'ai aimé ce territoire à partir du moment où je m'y suis installé. Et j'ai aussi un rapport sportif au territoire, parce que je suis skieur, alpiniste. Alors pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance du collectif La Grave Autrement ? Qu'est-ce qui a motivé sa création au départ ? Le collectif, il s'est créé tout début 2020. En fait, il y a eu 2 annonces finalement. Il y a eu en fait le téléphérique qui a été géré par un concessionnaire pendant une trentaine d'années, donc de 87 à 2017, et il y a eu un changement de concessionnaire en 2017. Il y avait un projet en fait qui était un vieux serpent de mer, qui n'était pas d'hier, mais qui était de rajouter en fait un troisième tronçon aux 2 tronçons qui existaient déjà, donc pour monter un peu plus haut que 3200 mètres, pour monter à 3600 mètres. Donc ce projet-là, il était un peu dans la corbeille de la mariée du nouveau concessionnaire. Et en fait, on s'est rendu compte finalement que c'était un projet pas si lointain que ça et que ça allait se faire. Le nouveau concessionnaire est la société SATA Group, qui exploite les remontées de l'Alpe d'Huez, des 2 Alpes et donc de la Grave. 3 stations géographiquement très proches et qui, si elles devaient un jour être connectées, formeraient l'un des plus grands domaines skiables du monde. Cet acteur ambitieux et puissant a donc pour projet le prolongement du téléphérique de la Grave. Notre tout premier sujet, c'était en 2020, on était au moment des municipales. On voulait en fait interpeller les listes qui se présentaient aux municipales pour quelque part forcer le débat, parce qu'il n'y avait pas eu de débat sur ce sujet. C'est-à-dire que tout ça, c'était fait, on va dire, dans des réunions à la mairie, etc., mais auxquelles la population n'a jamais été associée. Et donc, en fait, on voulait créer le débat et dire, voilà ce qui est en train de se faire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce qu'on peut en débattre ? Et est-ce que, du coup, ce projet de troisième tronçon, qui coûte quand même fort cher, est-ce qu'il est vraiment utile ou pas, quoi ? Donc voilà, on a commencé comme ça. Afin de comprendre pourquoi cette idée de troisième tronçon ne plaît pas à tout le monde au village, il faut remonter le temps. Nous voilà au cœur des années 60. C'est la ruée vers l'or blanc. L'État part à l'assaut des montagnes et lance le Plan Neige, une grande campagne de développement des sports d'hiver à base de construction d'immeubles et d'infrastructures. Comme nous le raconte cette archive datée de 1962. Le développement des sports d'hiver et du tourisme de haute montagne est, particulièrement en France, un des phénomènes sociaux les plus surprenants de notre époque. Pour satisfaire ces besoins nouveaux, on estime qu'en 1968, le nombre des skieurs aura doublé en France. L'industrie des remontées mécaniques, téléphériques ou téléskis a entrepris un immense effort d'équipement. Modernisation des gares, facilité d'accès aux guichets ou aux portillons, écoulement des skieurs sans bousculade sont recherchés.
Ainsi, le perfectionnement de la technique des câbles a permis la construction de plus de 600 installations dont le modernisme a fait véritablement de la montagne française la terre d'élection du ski et du tourisme d'hiver. Et de nombreux pays étrangers profitent maintenant de l'expérience acquise dans cette immense variété d'installations par l'industrie française des remontées mécaniques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le village de la Grave, finalement, il est resté un petit peu à l'écart du développement des grandes stations. C'est-à-dire qu'à côté se sont développées les stations des Deux Alpes, de l'Alpe d'Huez, de Serre-Chevalier de l'autre côté, etc. Et la Grave est restée à l'écart de ce développement. Probablement aussi parce que les gens n'ont jamais trop réussi à s'entendre, parce qu'il n'y a pas eu l'alignement des planètes. Et quelque part, vers la fin des années 60, la Grave a été un peu frustrée de ça, c'est-à-dire d'être restée à l'écart du développement. Et probablement, on aurait été là à ce moment-là, on aurait été aussi frustré qu'eux. Il ne faut jamais juger les projets d'hier avec les lunettes d'aujourd'hui, parce que c'est toujours un petit peu dangereux. Et c'est vrai que le maire de l'époque, lorsque le parc national des Écrins a été créé, donc en 73, il a vu en fait une opportunité, c'est-à-dire que lorsqu'on a créé les parcs en France, en fait finalement les parcs prenaient du territoire aux communes. C'est comme ça que les parcs se sont créés. Et du coup, il y avait une négociation pour effectivement prendre ces territoires. Et donc dans la négociation, en fait, le maire de l'époque, qui s'appelait Ernest Duge, il a négocié en fait le fait de faire un téléphérique. C'est-à-dire qu'il a dealé le parc contre le téléphérique, ce qui était un petit trait de génie de sa part. Un coup de génie qui va porter ses fruits. Dans l'ombre des superstations voisines, la Grave, avec ses grands espaces et son unique téléphérique, parvient à trouver sa place au cours des années 90 grâce à l'arrivée du snowboard et au boom du hors-piste. Tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Mais dans les années 2000, le village traverse une période de turbulence. Les autres stations flairent la tendance et se mettent elles aussi à proposer du freeride. Et puis, le changement climatique commence à se faire sentir. La poudreuse n'est pas toujours au rendez-vous, ou alors de mauvaise qualité. Alors quand, en 2017, la concession du téléphérique se termine et qu'il faut réfléchir à un nouveau projet, la municipalité n'a qu'une idée en tête, développer. Alors oui, c'était de développer économiquement, c'était de se dire, bon, bah, effectivement, avec une réflexion qui était censée, c'était de se dire, bon, l'hiver, c'est effectivement le chiffre d'affaires d'hiver, il est en train quelque part de partir un petit peu en quenouille, comme on l'a dit, et ça, c'est une réalité. Donc, il faut arriver à quelque part à équilibrer, à développer le tourisme, donc on va essayer de développer davantage l'été. Et effectivement, leur idée, qui peut s'entendre, hein, c'était de dire, ben voilà, pour développer davantage l'été, on va faire un 3e tronçon pour du coup avoir une offre un peu plus intéressante, et donc comme ça va fonctionner. Donc c'était ça leur idée. Et quelque part, elle peut être entendable jusqu'à ce qu'on démontre qu'elle marche pas. Car le collectif La Grave Autrement pose une question à laquelle personne ne semble avoir de réponse. Ce projet de 3e tronçon, estimé à 14 millions d'euros, sera-t-il utile et rentable ? Aux côtés de l'association de défense de la nature Mountain Wilderness, le collectif mobilise des financements et publie une étude en 2022. Son constat est sans appel. Le nouveau téléphérique, en plus des inquiétudes qu'il soulève sur le plan écologique, serait, je cite, une ineptie économique, notamment du fait de projections sur les retombées financières qui seraient largement surévaluées. Mais du coup, en fait, si je comprends bien, c'est au départ une contestation qui est plus une contestation sur l'utilisation de l'argent public qu'une contestation écologique, finalement. Bah oui, principalement. Alors, il y a aussi quelque part une visée écologique en se disant mettre un téléphérique sur ce glacier, ça va faire un peu tâche, quoi. Enfin, ça sera pas très joli esthétiquement. On va quand même bétonner des choses. On va continuer aussi à tracer une piste de ski sur ce glacier à grands coups de pelle mécanique, etc. Et donc voilà, il y a ça. Mais du coup, il fallait aussi démontrer que quelque part que c'était pas utile. Et donc on s'est dit, on va faire une approche par l'économique. Pour dire que non seulement écologiquement c'est pas terrible, mais en plus économiquement ça sert à rien, voire ça va plonger la Grave dans une espèce de marasme, parce que quand on a investi tout cet argent-là, l'argent il faut le rembourser. Et donc si on rentre pas dans nos frais, qui va payer la facture au final, c'est le contribuable. Malgré l'étude économique et les recours déposés par le collectif, les travaux sont lancés à l'automne 2023. Alors les opposants estiment qu'ils n'ont pas d'autre choix que de passer à la vitesse supérieure. Quelque part, on nous a forcé la main, c'est-à-dire qu'on a poursuivi coûte que coûte, malgré toutes les alertes, malgré une enquête publique qui a été honteusement bâclée,
malgré un recours administratif qui est toujours en cours, qui n'est pas jugé sur le permis de construire, on s'en fiche, on continue. Donc il y a un moment, quand les travaux ont démarré, on a instauré ce rapport de force. C'est-à-dire que les soulèvements de la terre, effectivement, nous avaient dit qu'ils étaient prêts à venir occuper le glacier. Et quand les travaux ont démarré, qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, on leur a dit, allez-y. On est des habitants des vallées voisines qui pensons qu'il est urgent de trouver d'autres manières de vivre en montagne qu'en l'exploitant jusqu'au dernier flocon. Ce glacier, il a plus qu'une 30aine d'années à vivre selon les scientifiques et son eau d'été, elle viendra bientôt à manquer à nos rivières. On a habité ce glacier quelques jours, en sachant très bien que pour nous c'est un endroit de passage, un endroit où se relier à une part du monde qui nous dépasse et qui mérite bien mieux que d'être damé et survolé en téléphérique. On a bloqué les travaux cette semaine et à partir de demain, c'est la neige qui prend le relais. Alors on s'en va et merci à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus et ont proposé de nous rejoindre. On se retrouve au printemps prochain pour s'assurer que le 3e tronçon ne voit jamais le jour. Mettre sous les feux des projecteurs ce qui est considéré comme une aberration écologique par désormais 6 associations dont plusieurs locales. Voilà l'objectif du campement sur le glacier de la Girose. Ce matin, les cadres de la SATA, l'entreprise responsable de la station de l'Alpe d'Huez et du téléphérique qui diligente les travaux, ont effectué un survol de reconnaissance. Pour eux, la mobilisation ne respecte pas le droit et les décisions de justice. Les militants doivent cesser leur intervention. SATA est là pour donner un accès plus facilitant, propre, et surtout n'incriminant surtout pas le paysage de la montagne. À la différence de ces gens, nous sommes loyalistes, il y a une loi, on la suit, on nous donne l'autorisation, on travaille, il n'y a pas de construction complètement dingue là-haut, on reste sur le plan qui a été initialement prévu. Oui. Avec la présence des militants, les travaux sont actuellement à l'arrêt. Les associations sont en train de déposer un nouveau recours devant la justice pour empêcher la reprise de la construction du téléphérique au printemps. Et le concessionnaire du téléphérique est loin d'être le seul mécontent. Monsieur Pic, le maire de la Grave, rappelle au micro de BFM en octobre 2023 la philosophie du projet d'extension, la contemplation. Je comprends pas ces contestations parce que on a fait tout ce qu'il fallait pour être en règle, en tout cas, que ce soit les permis de construire, que ce soit les demandes, tout a été fait dans la règle de l'art, on peut dire ça comme ça. Mais je comprends pas parce que c'est nous ce qu'on veut, moi je suis un peu écolo quand même de temps en temps et je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut, mais quand même. En enlevant 100 tonnes de ferraille sur le glacier, en enlevant 100 000 litres de fioul, ce qu'on veut, c'est retrouver une belle nature et une nature saine, en tout cas. Et surtout, ce qu'on veut, c'est que les gens qui vont au téléphérique aient cette contemplation. C'est vrai, quand on monte au téléphérique de la Grave, c'est la contemplation. On voit bien 42 000 passages l'été, 40 000 l'hiver. Les gens ne montent pas tous faire du ski, ils viennent faire de la contemplation. Et surtout sans dénaturer le site, parce que c'est ça la crainte finalement des opposants. Tout à fait. Et la crainte aussi d'un rapprochement peut-être avec les deux Alpes qui sont pas si loin. Non. Moi je veux surtout pas le rapprochement avec les deux Alpes, c'est bien entendu comme ça. Un maire contrarié qui assure ne vouloir en aucun cas inclure la Grave dans un projet de superstation. Ces garanties n'empêchent pas la contestation de trouver un écho médiatique grandissant. Avec un point d'orgue, le One Polar Summit, sommet organisé à l'automne 2023, est dédié à la préservation des glaciers. Pour se faire entendre, les opposants au téléphérique montent à Paris, emportant dans leurs valises un morceau du glacier de la Girose. Alors l'histoire ne dit pas si le glaçon a fini dans un verre de whisky à l'Élysée, mais le président Macron conclut l'événement par cette déclaration sans équivoque. En France, tous nos glaciers sont placés en aire protégée. Tous. Mais en métropole, simplement 60% des glaciers qui sont en aire protégée de niveau fort. Et je souhaite que nous puissions lancer la concertation qui nous permettra d'avoir la totalité de nos glaciers en protection forte. Ça nécessite une concertation, une implication des élus et nous continuerons d'avancer. Les opposants au téléphérique prennent au mot le discours du président. Impossible de maintenir un projet de téléphérique sur un glacier en protection intégrale. En tout cas, il a fini par cette phrase-là, en disant je souhaite que 100% des glaciers passent en protection intégrale. Donc, et quelque part, juste après, on l'a pris au mot. C'est-à-dire qu'on a dit, chiche, donc qu'est-ce qu'on fait pour la Girose, qui est quand même l'exemple le plus flagrant de glaciers qu'on s'apprête à aménager là. C'est le seul, en tout cas en France. Et donc après, on a été voir le ministre Béchu, qui était ministre de l'Environnement à ce moment-là,
qui nous a dit oui, sur le principe, on est d'accord, il faut effectivement, en tout cas, rediscuter ce projet, il faut l'arrêter, il faut faire autre chose, etc. Mais on ne peut pas le faire sans les élus locaux. Et donc, on lui a dit, ce qu'il faudrait faire, ça serait que l'État lance une mission un peu de concertation pour remettre tout le monde autour de la table, pour que tout ça un peu se rediscute tranquillement. Et puis depuis, donc on était d'accord là-dessus, et depuis, il y a eu 3 changements de gouvernement, donc rien n'avance. Voilà, c'est la France. Les Nations Unies ont déclaré 2025 comme année internationale pour la préservation des glaciers. Une nouvelle mise en lumière qui risque de ne pas faire vraiment bouger la situation à la Grave. Les 2 camps continuent à se regarder en chien de faïence, campant sur des positions qui semblent assez irréconciliables. Et la grande concertation, censée réunir tout le monde, tarde à venir. Il est temps de retrouver le géomorphologue Xavier Baudin, croisé en début d'épisode. De son point de vue de scientifique, comment concilier les 2 visions de la montagne qui s'opposent à la Grave ? L'une qui perçoit le glacier comme une ressource à exploiter, l'autre qui milite pour sa préservation. Alors je ne sais pas si je l'analyserais sous l'angle d'un côté exploitation et de l'autre préservation ou protection, qui sont en fait les 2 mêmes facettes d'un même rapport au monde, qui est un rapport assez dominant, surplombant, et où finalement, dans certains cas, on va décider d'exploiter, dans d'autres cas, on va décider de protéger, mais on se sent extérieur à ce monde, à cette nature, le milieu, les cailloux, la glace et les êtres vivants. On se sent extérieur et on se sent supérieur, et on a effectivement les moyens techniques, technologiques pour imposer, contraindre ce milieu, l'exploiter pour en faire une ressource, que ce soit pour le ski ou pour autre chose. Et on a aussi les moyens légaux, par exemple, d'en faire un parc national. Donc cette dichotomie protection, gestion ou exploitation, elle à mon sens, elle ne tient pas forcément, quoi. Ça serait plutôt... si on a envie d'explorer d'autres pistes, c'est plutôt comment est-ce qu'on envisage d'autres manières de se relier au lieu. Évidemment, une des manières les plus concrètes, c'est d'y vivre. Alors, on ne va pas aller vivre sur le glacier de la Girose, mais je pense que les gens qui vivent au pied de glacier de la Girose et qui ne sont pas dépendants de cette industrie touristique, ils perçoivent sans doute mieux le point de vue des militants qui sont montés sur le glacier et qui ont décidé de défendre les lieux, de donner en fait en quelque sorte les moyens à ces lieux de se défendre face aux assauts de... Si on rebondit là-dessus, on pourrait se dire que ce 3e tronçon de téléphérique permettrait à l'être humain d'aller au plus près, de se rapprocher encore plus du glacier. Voilà, le maire dit survoler le glacier, donc ça veut dire profiter de sa beauté, entre guillemets. Donc comment on arrive à trancher ce dilemme ? Je ne sais pas comment on tranche ce dilemme. Je ne suis pas sûr que la volonté, en développant plus l'activité touristique ici, elle soit de protéger les glaciers, de conscientiser sur le fait qu'ils vont se retirer et disparaître probablement d'ici quelques dizaines d'années. On peut évoquer le fait qu'il y a un tourisme, le tourisme de la dernière chance qui se développe dans ce genre de milieu où on a l'occasion d'observer notamment des glaciers, mais ça peut être aussi d'autres milieux forestiers qu'on juge précieux dans nos sociétés. Mais en fait, ça reste une façon d'envisager les milieux en restant complètement extérieur et en ne pensant pas que ces milieux ont aussi le droit de vivre tranquillement. Moi, j'ai envie de reprendre la formule de mon collègue Sébastien Ibanez, quand on lui parlait du glacier de la Girose. Il dit mais ce glacier, on a envie de le laisser mourir tranquille, quoi. Pour tenter de réconcilier les 2 camps, peut-être faut-il nous tourner vers les sciences sociales. Michael Chambru, sociologue à l'Université de Grenoble, suit de près la contestation autour du projet de téléphérique de la Grave. Et il porte un message optimiste sur ce conflit. La difficulté de cette polarisation, c'est que ça tend, notamment dans les discours publics, qu'ils soient des promoteurs ou des opposants au projet, dans le discours médiatique, il tend en fait à polariser le débat et à enlever ce que nous, sociologues, nous intéresse, qui sont les nuances, qui sont la complexité. Dans le cas là, par exemple, on se rend compte que chez les habitants et les habitantes, malgré les désaccords et les oppositions vives qui existent, en fait, il y a des points d'accord qui existent entre les habitants et les habitantes de ce territoire-là. C'est notamment l'urgence de passer à autre chose, c'est-à-dire à sortir de cette controverse, et l'idée que la Grave reste la Grave.
Voilà, que l'image d'identité, que le modèle économique, il ne devienne pas un modèle beaucoup plus industrialisé tel qu'il est ailleurs dans d'autres hautes vallées du coup alpines. Et en fait, ces deux éléments-là, qui sont des points d'accord, ils sont très forts, très importants. Et c'est tout l'enjeu et la difficulté, on pourrait dire, quand on regarde un peu sur le temps long de ces projets, c'est-à-dire que du coup, la contestation, la critique de ce projet, mais aussi la défense de ce projet, tendent à construire du coup cette polarisation et presque dans la façon dont tout ça se déroule à occulter ce qui est pour moi la question essentielle de fond derrière dans la haute vallée de la Romanche, mais aussi partout dans les territoires de montagne, si on prend au sérieux les effets des changements climatiques sur l'habitabilité des territoires, c'est comment on peut continuer à habiter, à vivre et à travailler dans des territoires de haute montagne. Et comment on peut le faire dans un contexte où le modèle socio-économique tel qu'il existe depuis plusieurs décennies se retrouve mis en crise. Pendant qu'on s'étripe au village, au-dessus des têtes, le glacier de la Girose n'en finit pas de fondre. Il y a donc urgence, avant tout, à repenser l'avenir de nos montagnes dans ce nouveau contexte climatique. Mais à l'heure où certains s'interrogent sur la manière de construire un nouveau modèle, d'autres entendent profiter jusqu'au dernier flocon. Armés de moyens financiers considérables, ils rivalisent d'investissements pour attirer une clientèle toujours plus fortunée. Les acteurs sont de plus en plus grands, forts, puissants, en termes de moyens financiers notamment, et politiques. Et du coup, pour la plupart, ils ont encore les moyens de mettre en place des solutions d'adaptation techniques, de creuser plus profond les ancrages pour les remontées mécaniques, par exemple, ou de s'adapter au fait que le glacier disparaisse ou s'affaisse. Néanmoins, je pense qu'ils sont conscients pleinement. Ils ont toutes les études, tous les moyens de savoir, même assez précisément, à un horizon de 30 ans, comment la neige va se rétracter. Donc ils cherchent à s'adapter à ça. Ils font la compétition entre eux pour qui va capter les clientèles fortunées dans les aménagements les plus clinquants, les plus grands téléphériques, avec, si possible, des cinémas au sommet, etc. C'est le plus gros investissement réalisé dans une station de ski française ces 2 dernières années. Le Gendry 3S vient d'entrer en fonction aux Deux Alpes en remplacement d'un équipement vieux de 40 ans. C'est un investissement de 148 millions, ça faisait partie de l'ensemble de l'investissement puisque en fait sur les 6 ans, SATA entre l'Alpe d'Huez et les Deux Alpes aura investi à peu près 650 millions à fin décembre 2026. Ce nouveau télécabine permet aux skieurs de gagner en confort. 24 places assises, 8 debout pour une montée dans le silence. Nostalgique des vibrations au passage des pylônes, s'abstenir. C'est confortable, on dirait qu'on est dans un cinéma. C'est super cool. Ouais. C'est super bien fait, c'est vachement plus rapide et c'est super confort, quoi. Donc plus de temps sur les pistes. Contrairement à sa voisine des Deux Alpes, ce n'est pas demain que l'on verra s'ouvrir à la Grave des boutiques pour touristes, des grands complexes immobiliers et des dizaines de pistes de ski. Alors concrètement, que faire pour que le village reste un territoire vivant et dynamique ? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en termes de propositions, alors qu'en fait, on est sur le lieu où on accède le plus facilement en France à un glacier. C'est un lieu super pour s'initier à l'alpinisme. Voilà, donc il faudrait peut-être aménager cet endroit avec des éléments d'interprétation, des sentiers pour se balader, sans en faire des tonnes et sans investir des millions. Donc ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est de conforter tout le reste du tourisme sur la Grave, c'est-à-dire tout ce qui est offre en termes de randonnée, de ski de randonnée, etc. Enfin voilà, il faut continuer à cette offre-là, qui est qu'il n'y a pas que le téléphérique à la Grave, c'est un bel endroit pour faire des tas de choses. Et la troisième chose, et ça c'est valable pour la transition de tous les territoires de montagne sans exception, c'est qu'il faut sortir de ce que Philippe Bourdeau appelle le tout-tourisme. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la monodépendance au tourisme, de la mono-industrie, pour au contraire installer des personnes qui vivent à l'année sur d'autres choses que du tourisme. Et en fait, il y a des tas de choses à faire en montagne qui ne sont pas du tourisme. Alors, il y a toutes les activités traditionnelles, l'agriculture en tête, qui est à redévelopper. On voit partout dans les montagnes des tas de jeunes avec des tas de projets qui s'installent pour faire de l'agriculture, soit de manière traditionnelle, soit différente, etc., et y compris à la Grave. On peut faire de l'artisanat, en veux-tu, en voilà. On peut faire de la petite industrie, voilà, en fabriquer des tas de choses. Aujourd'hui, les transports sont performants.
Voilà, on peut installer des gens qui bossent dans les métiers du tertiaire. Et en fait, quelque part, sur un village de 800 habitants, parce que c'est pas beaucoup, c'est toujours pareil, cette idée de microéconomie. Voilà, aujourd'hui, j'en sais rien, on est peut-être dépendant à 80% du tourisme. Si on passait à 50%, d'ici une dizaine d'années, ça serait très bien. Et on serait moins dépendant, quelque part, du tourisme. Et en plus, il y a une espèce de boucle de rétroaction. C'est-à-dire que les gens qui s'installent et qui vivent à l'année, et qui font des activités qui ne sont pas forcément liées au tourisme, eux-mêmes, ils sont consommateurs de loisirs. Ils vont consommer du restaurant le vendredi soir, ils vont faire du ski de rando, ils vont faire de la randonnée, ils vont inviter de la famille ou des amis. Et finalement, on voit que quand des territoires qui prennent ces trajectoires de transition, ça fait en fait finalement des territoires qui sont un peu plus ouverts à l'année. Voilà, ça vaut le coup d'avoir une épicerie, ça vaut le coup d'avoir une boulangerie, ça vaut le coup d'avoir un resto ouvert, ça vaut le coup de tout ça. Donc quelque part, engager cette transition, c'est aussi une boucle de rétroaction pour les visiteurs à la journée et le tourisme. Donc ce modèle-là, il est théorisé, il existe, il y a des tas de territoires qui ont engagé cette transition-là, et on voit bien que c'est le modèle de demain et il faut y aller. Moi, aujourd'hui, je suis, de la connaissance que j'ai de ces territoires, intimement convaincu qu'il n'y a pas deux visions irréconciliables de la montagne qui s'affrontent inéluctablement à la Grave. Mais qu'il est possible d'inventer un nouvel avenir qu'on pourrait dire collectivement partagé. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique d'accepter les désaccords, accepter de ne pas être d'accord sur tout. Et ça implique de prendre du temps. Et ça, c'est pour moi deux notions super importantes, parce qu'on est dans un moment dans la controverse où il faut retrouver un équilibre entre l'expression des affects, des émotions, qui est très forte, qui est très vive, avec les arguments rationnels. Et donc, du coup, ça implique de devoir faire un pas de côté. Et chacun et chacune doivent faire un pas de côté avec comme objectif de passer d'une situation de défiance, qui est aujourd'hui la situation dans laquelle on est, à une situation où on peut se faire confiance. Et pour moi, c'est cette confiance-là qu'on va pouvoir relancer un projet de territoire à la Grave, et un projet de territoire dans lequel la montagne et la haute montagne ne sont pas simplement une destination touristique, qu'elle soit hivernale ou estivale. Elles sont aussi autre chose, elles sont un endroit où on habite. En décembre 2024, une avarie sur un câble a immobilisé le téléphérique de la Grave, qui n'est, à l'heure où nous enregistrons, toujours pas rouvert. Une catastrophe qui survient en pleine saison hivernale et bouleverse l'économie touristique du village. L'actualité ajoute de l'eau au moulin des discussions concernant l'avenir de la Grave et de la montagne. Aménager avec parcimonie, diversifier le développement des activités en dehors du ski, assurer une vie économique à l'année, les opposants au projet d'extension du téléphérique ont des idées. Reste maintenant à trouver des voies de passage et de compromis avec les autres habitants, ce qui n'est pas le plus simple. Ou comment un petit tronçon de téléphérique au fond des Alpes illustre les paradoxes et les choix que nous impose la transition écologique dans un contexte de dérèglement climatique et de tensions politiques. L'avenir n'est pas évident à anticiper quand tant de difficultés sont à surmonter. Mais il n'est pas interdit d'être optimiste, à condition que chacun accepte de dialoguer. Le mois prochain, direction l'Allier, dans le centre de la France, pour s'intéresser à un autre or blanc qui suscite bien des convoitises, le lithium. Ce métal, indispensable à la fabrication des batteries qui équipent nos appareils électriques, des voitures aux smartphones. Dans le village d'Échassières, entre Vichy et Montluçon, une entreprise envisage d'exploiter une mine pour extraire du sous-sol des tonnes de lithium, de quoi fabriquer l'équivalent de 700 000 batteries de voitures électriques par an. Une aubaine économique qui ne manque pas de susciter quelques inquiétudes écologiques. L'Horizon et au-delà est un podcast du magazine Géo, pensé et écrit par Thibaut Delavigne et Antoine Jonin. Réalisation, Lucas Vibo.